Bonjour. Je vais vous présenter un projet de recherche en deux volets, mené par un de mes demandes avec mes deux collègues David Waddington de l'Université Concordia et Kevin McDonough de l'Université de McGill. C'est ça, on a reçu une subvention du centre Centre de recherche sur l'éducation et l'éthique de l'Université de Wisconsin à Madison en 2018, je crois. Et donc, c'était une première... quand on a commencé ce projet de recherche, il y avait très peu de sources sur la question qui nous intéressait principalement, soit la liberté d'expression des enseignants en classe. Là, c'était un peu plus étudié, mais notamment, il y avait à peu près rien qui est écrit dans les sources juridiques, académiques, sur la liberté académique des enseignants du primaire et du secondaire. Autre note introductive, la présentation que je vais faire aujourd'hui, une version ou une autre de cette présentation a été faite une dizaine de fois devant probablement plus que 1000 étudiants, directeurs, directrices d'établissement, notamment dans les régions montréalaises, en forme de formation continue, disons ça comme ça. Donc, je suis particulièrement fier que ce projet de recherche a eu cette influence sur le milieu. J'ai eu des rétroactions des acteurs en disant que le cadre analytique que nous avons développé dans le deuxième volet a été utilisé pour négocier de façon informelle des mésententes, des accords entre direction et enseignants à propos de la liberté d'expression des enseignants en classe. Donc, c'est ça. Donc, j'ai deux études à vous présenter de façon très brève. J'ai à peu près 1 heure de contenu. Donc, je vais essayer de la faire rapidement. Donc, si la présentation vous semble superficielle, parce qu'elle est. Première étude, c'est ça. Je vais commencer par dire un mot sur le cadre théorique, méthodologique, et ensuite présenter les deux études, dont une sur la liberté académique en enseignement primaire et secondaire, et le deuxième sur la liberté d'expression dans le même contexte. Et en guise de conclusion, présenter ces 5 principes que nous avons dérivés de la jurisprudence pour baliser en quelque sorte l'exercice raisonnable et responsable de la liberté d'expression des enseignants en classe. Je suppose que vous avez une certaine connaissance de la notion de liberté académique de façon classique. Il y a 3 volets. Liberté de mener recherche, liberté d'expression à l'extérieur du cadre de son emploi, et la liberté pédagogique. Évidemment, dans le contexte de l'enseignement primaire et secondaire, c'est la liberté pédagogique qui nous intéresse quasiment exclusivement. Point de départ, comme pour le projet de recherche, nous avons, comme Jean-François l'a mentionné, évité d'évoquer la liberté d'expression ou la liberté académique comme mantra. Dès le départ, nous avons supposé que la liberté académique, comme toutes les libertés, tous les droits, a un but social quelconque. Un but social qui, principalement je dirais, sert à assurer la circulation libre des connaissances dans la société issues des enquêtes, des enquêtes rationnelles et des recherches scientifiques qui rentrent en conflit systématiquement avec un autre intérêt qui est pour nous parfaitement légitime, pour les autorités institutionnelles, que ce soit gouvernementales ou universitaires, de parfois contrôler le flux d'informations. Donc c'est une dynamique constante, il faut négocier cette dynamique. Donc, il y a dans les écrits, surtout philosophiques sur la question, on peut identifier 2 comme grandes écoles de pensée en ce qui concerne la conceptualisation de liberté académique. Il y a une façon de le concevoir comme une version de la liberté d'expression individuelle, applicable exclusivement à ceux qui détiennent un poste académique, disons-le comme ça. Et il y a une deuxième conception
le voit plus comme étant une forme d'autonomie professionnelle. Donc, il y a ces deux sources, deux façons de concevoir la liberté académique. C'est ça. Donc, de ces deux façons de concevoir la liberté académique relèvent des critères de base qui fait en sorte qui servent à déterminer si tel ou tel individu dispose de façon légitime de la liberté académique. Et là, notre but dans le premier volet du projet de recherche était c'est un exercice un peu intellectuel, de prendre ces critères classiques et de les appliquer au cas des enseignants du primaire et du secondaire. Très sommairement, donc, pour être éligible à avoir le droit à la liberté académique, il faut devenir un poste d'enseignant, un poste académique, contribuer d'une façon ou d'une autre le développement de la pensée critique de ses étudiants. Troisièmement, posséder une formation disciplinaire poussée. Je n'ai jamais vu une définition très précise de cette notion, mais voilà de façon générale les critères. Donc, c'est ça. Donc, pour la première étude, comme je viens de mentionner, l'idée était d'appliquer ces critères au cas des enseignants du primaire et du secondaire. Deuxième étude consistait à faire une recension des sources primaires et secondaires sur la liberté d'expression. Je vais faire le lien un peu plus tard dans la présentation entre la liberté académique des enseignants et la liberté d'expression des enseignants en classe. Mais bref, on a fait une recension des écrits secondaires et primaires sur cette question. En termes de sources secondaires, c'était notamment les jugements des tribunaux, les cours supérieurs, les cours de circuit, on appelle ça aux États-Unis, et les cours d'appel supérieur en texte canadien. Dans conclusion, pour commencer, nous sommes venus à la conclusion que les critères de la liberté académique s'appliquent drôlement bien au cas des enseignants, surtout des enseignants du secondaire. On peut identifier deux aspects reconnus universellement, je dirais, dans la jurisprudence, de la liberté pédagogique, comme étant, encore une fois, ce sous-aspect de la liberté académique. Donc, ce qu'on appelle la liberté conservationniste, donc le droit de choisir le contenu qu'on enseigne en classe. Il y a aussi la liberté pédagogique, ou l'expertise didactique, donc une liberté de choisir les méthodes d'enseignement, les méthodes d'évaluation, on peut l'inclure là-dedans aussi. Mais lorsqu'on considère le type de formation que reçoivent les enseignants, on vient rapidement à la conclusion que surtout les enseignants du secondaire rencontrent assez bien les critères de liberté conservationniste. Tandis que les enseignants du post-secondaire, qui ne reçoivent aucune formation didactique, n'est-ce pas, rencontrent très mal ces critères, malgré le fait, je n'ai pas besoin de le dire, leur liberté académique est reconnue universellement par la société et par les cours, les tribunaux. Voilà un résumé, grosso modo, de notre conclusion. Même si les enseignants du secondaire rencontrent relativement clairement les critères de la liberté académique, ce n'est pas reconnu systématiquement, tandis que les enseignants du système collégial et universitaire rencontrent, je dirais même moins bien les critères, malgré le fait que la liberté académique est reconnue systématiquement. Cela étant dit, pour toute fin pratique et du point de vue juridique, les enseignants ne disposent d'aucune liberté pédagogique. C'est un fait juridique qui est impossible à nier. J'ai des recensions qui ont été faites relativement récents et moins récents sur ça. La conclusion est inévitable. Les arguments, je ne résumerai pas tous les arguments, mais pour vous donner une idée, selon moi, peut-être l'argument le plus convaincant pour limiter la liberté académique des enseignants du primaire et du secondaire, c'est dans leur intérêt d'assurer un certain contrôle démocratique sur
le système éducatif. Je pense que c'est un droit reconnu d'exercer un contrôle sur au moins le contenu qui est enseigné dans les écoles, dans le programme de formation. Sans ce contrôle, le gouvernement ne pourrait pas exercer un contrôle sur le système éducatif. Cela étant dit, et là on s'en va vers le deuxième volet du projet, cela étant dit, les cours canadiennes, et jusqu'à récemment, il y avait un grand changement dans les jurisprudence américaines récemment. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails. C'est bon. Les cours, les tribunaux ont reconnu la liberté d'expression des enseignants du primaire et du secondaire. Et c'est là où on a fait cette recension de la jurisprudence, des sources secondaires. Exemple, vous connaissez peut-être ça, ce cas des années 80. Chamberlain, un jugement de la Cour suprême du Canada plus récent sur l'utilisation de certains livres dans un cours primaire. Morin, notre cas canadien, moins connu, mais quand même, c'est considéré comme étant le jugement le plus important des cours supérieurs canadiennes concernant l'enseignant secondaire qui voulait développer une sorte de projet pédagogique pour inciter ses élèves à porter un regard critique sur les valeurs religieuses et politiques de sa culture. Bref, on a, après avoir fait cette recension des écrits, de la jurisprudence, nous sommes venus à la conclusion que les juges reviennent systématiquement, et c'était ça notre but, identifier les considérations auxquelles les juges reviennent pour définir, donner du sens à cette notion de l'exigence, c'est que les enseignants ils possèdent la liberté d'expression en classe, mais ils sont en obligation professionnelle de l'exercer de façon raisonnable et responsable. Donc, il n'y a rien de trop surprenant là-dedans, mais les enseignants leur expression doit être conforme avec le contenu du programme de formation. Les enseignants doivent faire preuve d'une certaine impartialité. Le bar là, c'est relativement basse, je dirais. L'exigence des tribunaux, c'est tout simplement de ne pas, c'est même dit parfois explicitement, de ne pas donner l'impression aux parents, aux enseignants, à l'employeur, qu'on utilise sa position de pouvoir de faire la promotion de son propre point de vue en classe. Donc, parce que les élèves sont une audience captive, donc ils méritent une certaine protection. Surtout dans le contexte canadien, donc Chamberlain, c'est une source importante sur ça. Les enseignants ont l'obligation de tenir un propos qui est au moins conforme avec les valeurs de la charte. Les enseignants sont aussi tenus d'éviter du contenu qui est incendiaire, qui risque de provoquer un dérangement dans le fonctionnement de l'école, qui priverait ainsi les enseignants leur droit à l'éducation. Cinquièmement, il y a le critère de l'adéquation avec l'âge des élèves. Autrement dit, les enseignants doivent faire en sorte que le contenu n'est pas dérangeant, ne pourrait pas engendrer une perte de confiance des parents envers le système éducatif, envers la profession enseignante, en abordant des thèmes ou du contenu qui pourraient être considérés comme étant excessivement controversés ou dérangeants. Donc, bref, j'ai déjà mis des mots sur j'ai expliqué les 5 principes de façon sommaire. Mais là, je vais conclure là-dessus. L'intérêt de ces principes, et là je suis très très heureux de vous dire encore une fois que ces principes ont été utilisés par les directions scolaires dans des contextes réels de désaccord entre enseignants et direction, et aussi en amont, c'est le but des informations que j'ai données en amont des désaccords, dans le but de sensibiliser les enseignants vis-à-vis leur responsabilité à l'égard de l'exercice de liberté d'expression en classe, en faisant référence à ces principes. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci de votre attention.